Monsieur l'ambassadeur a pris ses fonctions, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse. Je lui donne la parole. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, en vos grades, titres et qualités, comme on dit, pour pouvoir aller plus vite, sans quoi, comme hier à Lyon, vous avez une demi-heure d'énumération de chaque personne, avec les raisons très justifiées pour lesquelles il faut la saluer. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre congrès international et pour ces journées que vous allez consacrer à travailler à la perpétuation de l'esprit de l'ordre des palmes académiques. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis ici, plutôt je le sais. Je le suis parce que mon éminent collègue et ami Georges Daxeux, qui lui est professeur, qui lui a des titres universitaires, qui lui est un homme de science, devait venir vous parler, et puis la secrétaire générale de la francophonie l'a brutalement rappelé auprès d'elle parce qu'elle avait besoin de lui urgemment. Et donc il a quitté Genève avec armes et bagages, et ma foi, avec M. Petit-Pierre, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on fait, et il m'a dit de venir. Donc je suis venu parce que je lui obéis toujours. Je suis un homme discipliné, vous savez, fonctionnaire, on est comme ça. Certains d'entre vous le savent. Les palmes académiques, c'est un très bel ordre. Il a été créé par Edgar Faure, je ne vous apprends rien, qui est un peu oublié de nos jours, mais qui était un homme politique de très grande envergure intellectuelle et qui avait, comment dirais-je, une vision à la fois très traditionnelle et très moderne de la politique et de la France. Et en 1955, il a décidé qu'il fallait moderniser une vieille institution de tradition impériale, et il a créé ce très bel ordre avec ses feuilles de laurier qui nous ramènent à l'Antiquité et ce violet qui est votre couleur depuis l'Empire. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est l'héritage d'un ordre impérial. En 1808, ce n'est pas le premier consul, comme pour la Légion d'honneur, c'est l'Empire. Et ce qui est intéressant dans ce fait, c'est que vous avez là un Napoléon Bonaparte fidèle à l'héritage des Lumières, fidèle à sa filiation intellectuelle, puisque jeune homme, il était chatouillé par l'envie de plume, et que jeune général, il était élu à l'Institut très rapidement. Et bien qu'homme de guerre, et homme d'État avant tout, il avait ses préoccupations intellectuelles très fortes, et il était convaincu que la puissance d'une nation passe par la science et la connaissance, et passe par l'instruction. C'était une vision moderne de ce que sont les choses. Et ce qui est intéressant, une anecdote qui dit qu'il lisait énormément, et dans sa berline, quand il partait à la guerre, était toujours bourré de livres, et quand les livres l'ennuyaient, il les passait par la fenêtre, il les jetait comme ça. Et donc les chemins de l'Empire ont été parsemés de livres que Napoléon ne trouvait pas suffisamment intéressants pour les garder avec lui ou les terminer. Alors il n'était pas uniquement un homme de plume, il était un homme d'action. Il considérait que les intellectuels devaient rester à leur place, c'est-à-dire à l'université, mais il ne fallait pas trop l'ennuyer avec des constructions théoriques. Toutefois, il en est résulté une tradition pour l'université française qui est celle devenue palmes académiques. Et aujourd'hui, vous êtes, mesdames et messieurs, les héritiers de cette tradition et les perpétuateurs de cet ordre. Alors, savoir et sciences, université,
Université, universalité, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Dans le monde moderne, oui, le savoir et la science sont universels. La curiosité de la connaissance doit être universelle. Et la France s'est toujours enorgueillie d'avoir une vision universelle. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, d'abord, la vérité, c'est que l'université ne vient pas d'universel. L'université vient, paraît-il, disent les historiens de la langue française, d'autre chose, c'est-à-dire l'unité des sciences, c'est-à-dire le fait que toutes les sciences sont réunies dans un même lieu. Ce n'est pas l'universalité géographique ou philosophique, c'est l'unité du lieu du savoir. Bon. Mais peu importe, jouons quand même avec cette idée-là. Quel est le rapport de la France avec l'universel? C'est assez spécial parce que d'un côté, la France pense qu'elle porte une vision universelle de l'homme et de l'humanité, mais d'un autre côté, la France est très attachée à son identité particulière. Et cette tension est extrêmement intéressante. Elle limite la France d'un certain point de vue, parce que les Français se sont toujours mieux sentis chez eux qu'à l'étranger, à l'exception d'une petite minorité. Nous n'avons jamais été un grand pays d'émigration. Nous avons toujours été un pays qui accueillait. Et donc cela limite, parce que contrairement aux Anglais, où il pleut tout le temps, et ou à l'Allemagne, où on ne mangeait que des pommes de terre, pendant très longtemps, et bien en France, on était bien. Froh wie Gott in Frankreich. Heureux comme Dieu en France, disaient les Allemands. Donc l'imitation de ce caractère identitaire, on le retrouve plutôt dans l'histoire. La France refuse l'Empire. Au moment où les puissances catholiques s'unissent autour de l'Espagne ou autour des Habsbourg, la France refuse cette intégration dans un catholicisme qui imposerait un projet politique impérial. Et la France reste catholique, mais elle reste particulière. Vous avez même des écrivains de haute volée, Fumaroli par exemple, pour regretter que la France ne se soit pas dissoute dans cette universelle catholique. Les ailes de la paix. Et le gallicanisme a toujours été un trait marquant de notre histoire. Et se retrouve, une fois l'héritage religieux de la France un peu mis au second plan, se retrouve dans la conception de la laïcité qui est très particulière, se retrouve dans notre projection dans le monde, où à la fois nous portons l'universel, mais nous voulons du particulier. Et l'intéressant dans cette affaire, c'est que vous avez cette tension dans le domaine politique, vous l'avez aussi dans le domaine économique, où la France reste très protectionniste pendant très longtemps. Napoléon III, quand il signe le traité de libre-échange avec l'Angleterre, est extrêmement critiqué. La Troisième République est principalement protectionniste, et il faut un énorme effort à la France de la fin de la Quatrième République et du début de la Cinquième pour accepter le principe de la communauté économique européenne et de l'ouverture des frontières. Alors que, de son côté, l'Angleterre, qui est beaucoup moins universaliste en termes philosophiques, est beaucoup plus ouverte en termes économiques. D'ailleurs, son empire le prouve. Mais encore une fois, c'est parce qu'il pleut beaucoup en Angleterre et donc on a envie d'aller au soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet universalisme français? Il a, disais-je, l'héritage catholique, et c'est important de s'en souvenir parce que l'héritage catholique, ou chrétien devrais-je dire d'ailleurs, il faut dire chrétien, il ne faut pas dire catholique. L'héritage chrétien, c'est l'égal dignité de tous les hommes devant Dieu. C'est un peu comme d'ailleurs chez les musulmans. Chez les musulmans, il n'y a pas de distinction devant Allah. Tous les hommes sont égaux devant le Créateur. Tous. Et après, il y a des différences, la vie s'organise, etc. Mais en termes philosophiques, religieux, c'est pareil.
Et cet héritage religieux, il se traduit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pardon, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. On reviendra à la Déclaration universelle après. Dans cette déclaration-là, il est affirmé l'égalité, l'égalité de tous les hommes. Hommes et femmes, bien entendu. Ça sera un autre dur. Et cette France-là, de ce fait, elle inscrit dans son idéal philosophique que vous pouvez être blanc, jaune ou noir, homme ou femme, riche ou pauvre, malade ou bien portant, etc., etc., tout le monde est égal devant la loi, tout le monde est égal devant la communauté politique, tout le monde a les mêmes droits de naissance. Alors bien entendu, il y a des tas de paradoxes dans cette affaire. Premier paradoxe, on garde l'esclavage dans les colonies jusqu'en 1848. Étrange. Deuxième paradoxe, on colonise et les habitants des colonies sont des sujets, non pas des citoyens. Étrange, etc., etc. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça. Paradoxe, les femmes n'obtiennent le droit de vote qu'en 1944 ou 46, je me souviens jamais. En tout cas, après la Seconde Guerre mondiale. Après, il en faut du temps. Alors que, pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la plupart des jeunes gens étaient au Cuba, ce sont elles qui font tourner le pays. Et donc elles attendent une juste rétribution, et elles ne l'ont pas. Je vais même vous raconter une chose. La première femme diplomate en France, c'est Madame Suzanne Borel. Elle passe les concours, elle réussit. L'Association des diplomates professionnels place un recours devant la juridiction administrative pour faire casser sa nomination parce que n'étant pas citoyenne, elle ne peut pas représenter la France et administrer les pouvoirs civils qui sont dévolus aux agents diplomatiques et consulaires. Et vous voyez qu'il en a fallu du temps pour que la France universelle et universaliste soit logique avec elle-même. Alors ça s'est terminé de façon amusante. Madame Borel a épousé Georges Bidault, et elle a donc été la femme du ministre des Affaires étrangères pendant de longues années. Et vous savez peut-être qu'à cette époque-là, la femme du ministre était très respectée si elle voulait un peu apparaître. Et donc elle s'est vengée de ses chers collègues en étant d'abord plus intelligente que beaucoup d'entre eux. Elle a écrit quelques livres intéressants d'ailleurs, et en étant comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais de tout cela et pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Je vous parle de tout cela parce que nous sommes dans une période de mondialisation durant laquelle la tension entre l'universalisme et le particularisme est particulièrement forte. Et cette tension provoque des effets politiques extrêmement considérables face auxquels tous les États sont un petit peu, comment dirais-je, mis en cause dans leurs principes et dans leur fonctionnement. Alors, la mondialisation, c'est donc le libre-échange. On l'a voulu. Ce n'est pas un phénomène spontané. C'est un phénomène délibéré par lequel, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé de faire confiance à l'abolition des frontières pour organiser des échanges économiques qui, par la puissance des liens qu'ils créeraient entre les pays, diminueraient le risque de guerre. C'est une très vieille histoire d'ailleurs, puisque déjà Saint-Augustin parlait de ces passions humaines qu'il faut gouverner et estimait que si on orientait les gens vers l'intellect et le commerce, on les détournait un peu de la guerre et de la violence. Et c'est l'esprit du libéralisme, c'est l'esprit du libéralisme économique. Et avec le GATT, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, on a élaboré une destruction systématique des barrières aux échanges commerciaux, d'où est résultée la création d'une économie mondiale. Vous avez même une école qui s'appelle les globalistes, the globalists en anglais, qui a siégé à Genève, mais aussi en Autriche. Un énorme livre a été écrit récemment sur cette école de pensée, qui pensait que pour gérer les passions humaines et pour maîtriser les vagues de nationalisme, il fallait dissoudre l'esprit national
dans le commerce et dans la libéralisation des échanges. Et effectivement, on a largement dissous les frontières. Et on a organisé une gigantesque redistribution des cartes de la production mondiale, avec une très large désindustrialisation de l'Europe et des États-Unis, au profit notamment de la Chine, etc. Il en est résulté des résultats globalement assez impressionnants, comme par exemple l'extraction de la pauvreté et de la misère de millions de personnes en Asie ou en Amérique latine. Il en est résulté d'autres résultats moins intéressants. Mais on est arrivé à des chocs. Et là, je voudrais vous parler de 2 livres très rapidement, qui sont assez anciens mais qui restent très actuels pour comprendre ce qui se passe. 3 livres d'ailleurs. Un, pour le balayer rapidement, c'est celui de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Fukuyama écrit, après la chute du mur de Berlin, que nous sommes arrivés au moment où l'histoire de l'humanité va tout entière vers la démocratie et que par conséquent l'histoire s'achève par l'universalisation de la démocratie et des droits de l'homme et que l'on arrive dans une sorte d'accomplissement de la destinée humaine, à quoi Huntington répond par le choc des civilisations, c'est-à-dire qu'il estime que l'humanité s'organise en grands empires intellectuels et civilisationnels qui sont appelés à s'entrechoquer parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Et puis Samuel Barber, mort il n'y a pas très longtemps, qui lui écrit Jihad versus Macworld et qui estime qu'il y aura le choc entre d'un côté le globalisme, c'est-à-dire la dissolution des frontières, et de l'autre le tribalisme, c'est-à-dire les replis identitaires. Et clairement, nous voyons bien des vagues d'universalisation. Nous les voyons dans les musiques, nous les voyons dans les vêtements, nous les voyons dans les technologies qui sont diffusées à travers la planète entière, et nous les voyons bien entendu dans les flux d'échange, avec parfois des mauvaises surprises, comme quand on se rend compte qu'il n'y a plus d'usine de paracétamol chez nous, qu'il n'y a plus de fabrique de masques chez nous, et que par conséquent, quand on en a besoin, il n'y a qu'un seul producteur, mais il n'a pas suffisamment de capacité de production pour tout le monde. D'où vient naturellement le populisme? D'où vient l'islamisme? D'où vient le surcroît de nationalisme? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand les identités particulières ont le sentiment qu'elles se dissolvent dans une uniformisation, et qu'en même temps les classes moyennes ou les gens qui vivent dans une certaine précarité, je ne dis pas pauvreté, je dis précarité, ont l'impression que la nouvelle distribution des échanges les fragilise terriblement et les fait reculer en sécurité et en dignité, que se passe-t-il? Vous avez une demande de sécurité et vous avez une demande de remise des frontières. Si vous ajoutez à cela le fait que certaines identités se sentent heurtées dans leur essence par certaines des valeurs dites universelles qui leur sont imposées, et que eux ou elles veulent y substituer leur propre vision de l'universel, vous aboutissez à des chocs plus gravants. Et de ce fait, on peut expliquer partiellement la montée des pouvoirs autoritaires, la remontée des pouvoirs autoritaires et la remontée des idéologies que je qualifierais de tourner vers les valeurs passées par la crainte de se voir dissous dans un grand tout mondialiste. Ça n'est pas valable que pour le grand large. Nous le vivons en Europe, nous l'avons vécu en Europe. Lorsque le Royaume-Uni dit Brexit, ou lorsque la France et les Pays-Bas disent non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, ils disent non à l'impression d'une dissolution des nations dans une Europe trop fédérale à leurs yeux et trop prégnante à leurs yeux. Et je me souviens d'un jour, autour de... Vous m'arrêtez si je suis trop long. Hein. Je me souviens d'un jour, autour du président Chirac,
une réunion relative à la ratification d'un traité européen, et son conseiller le plus âgé, Boris Ulrich, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu le nom, qui avait été un très grand haut fonctionnaire, nous dit à la cantonade, vous devriez vous méfier, un jour les nations vont se venger. Bon. Alors on a sauvé l'Europe, Dieu merci, mais il est vrai qu'il y avait quelque chose de tout cela. Alors, que faire de cet ensemble d'éléments contradictoires, de cet ensemble de forces qui vont dans des sens très différents? Alors d'abord, que faire ici à Genève dans cette histoire? À Genève, monsieur Petit-Pierre ne me démentira pas, c'est une ville étonnante. C'est une ville très étonnante parce que qu'est-ce qui fait que Genève est Genève alors que Chambéry ne l'est pas, alors que Lausanne ne l'est pas, alors que Lyon ne l'est pas? Pourquoi Genève? Pourquoi est-ce que Genève, qui n'est pas une très grande ville, hein, combien il y a d'habitants à Genève? 400 000 tout compris? 300 000. Non, 400 000 avec la campagne. 400 000 avec... Pourquoi Genève, 400 000 avec la campagne, devient une capitale internationale? Et là, il faut commencer à rajouter des petits éléments les uns par-dessus les autres, en commençant par le fait qu'elle est ville d'empire, depuis qu'elle devient république autonome, que Calvin vient s'installer ici et y conduit une révolution religieuse, que d'ailleurs j'aurais pas eu envie de vivre à ses côtés parce que c'était pas très drôle, qu'ensuite, après les aventures révolutionnaires et impériales, Genève décide de rejoindre la Confédération helvétique, la Suisse, qu'après on y invente la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge est un succès universel dès la fin du XIXe siècle, et que de ce fait, c'est à Genève qu'on met la Société des Nations. La France voulait Bruxelles. L'Amérique ne voulait pas de Bruxelles parce que Bruxelles avait été un champ de bataille, et l'Amérique voulait éloigner la Société des Nations du champ de bataille et la mettre dans un pays neutre. Et de ce fait, Genève devient la capitale de la Société des Nations. Échec de la Société des Nations dès les années 30. Vous vous souvenez du Négus à la tribune de la Société des Nations après l'invasion italienne, appelant en vain le monde à venir l'aider. Vous vous souvenez des Japonais venant justifier, ou plutôt justifier, pas justifier, venant affirmer leur désir de conquête devant la Société des Nations et faisant un bras d'honneur à la Société des Nations. Tout ça s'écroule avec la Seconde Guerre mondiale, mais se produit un phénomène par lequel, en 1944, quand on construit le système de l'ONU, il est décidé que certes, le cœur politique ira à New York, avec le secrétaire général, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et quelques institutions, mais que ce que j'appellerais la mondialisation humanitaire et opérationnelle restera gérée depuis Genève. Et là, les Suisses ont été très malins. Ils ont multiplié les ouvertures aux organisations internationales, et il en résulte que vous en avez une trentaine qui sont établies ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on y administre, en quelque sorte, la mondialisation. Mondialisation économique, avec l'OMC et la Commission des Nations Unies pour l'économie et le développement. Mondialisation technologique, il y a le CERN ici, c'est-à-dire les accélérateurs de particules et la recherche de ce moment très, très précis qui est juste après le Big Bang, quand tout se met en place de telle sorte que l'univers sera comme il est. Et c'est au CERN qu'on le fait. Mondialisation technologique aussi avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les brevets et les patentes, les licences, avec l'Union internationale des télécommunications qui trouve une nouvelle jeunesse grâce à l'Internet et à l'intelligence artificielle et à toutes ces nouvelles frontières. Mondialisation écologique. Vous avez juste à côté de Genève, à Gland, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui en réalité vit à Genève autant qu'à Gland,
ainsi que le World Merci Forum, j'ai parlé ici, tant pis, WWF, c'est plus simple, hein, et l'Organisation météorologique mondiale, où siège un organisme scientifique de première importance qui s'appelle le GIEC en français, Groupe international pour l'étude des climats, IPCC en anglais, International Panel for Climate Change, qui est ce rassemblement de scientifiques du monde entier qui réfléchissent sur le changement climatique. Mondialisation sociale avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail, et mondialisation humanitaire et politique avec le CICR, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale des migrations et bien sûr le Conseil des droits de l'homme. Alors ce n'est pas sans tension. Les tensions, je les évoque rapidement. La guerre en Ukraine a provoqué un choc considérable sur le système multilatéral. Pourquoi? Parce qu'un des pays membres du Conseil de sécurité, doté de la puissance nucléaire, doté du droit de veto et investi d'une responsabilité centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, décide d'envahir son voisin et considère que son voisin n'a pas le droit d'être, alors que c'est lui qui a créé son voisin. Et donc ceci a été un ébranlement considérable dont les effets se font encore sentir. Deuxième tension, la tension sur les droits de l'homme. Entre les pays qui considèrent que les droits de l'homme sont une valeur fondamentale pour structurer toute société et ceux qui considèrent qu'on ne doit pas venir les embêter chez eux. Le Conseil des droits de l'homme est divisé, nous sommes 50, il y a grosso modo 20 voix universalistes, 20 voix anti-universalistes et une dizaine de voix qui ont piscine le jour où il faut voter. Troisièmement, tension sur la maîtrise des normes. La montée de la Chine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'une grande puissance industrielle et économique estime aujourd'hui que c'est à elle, autant qu'aux autres, de définir ce que doivent être les normes de production. Et qui dit norme, dit bien entendu méthode de vie. Tension entre la Chine et les États-Unis. Cette rivalité autour de laquelle le monde est en train de s'organiser se retrouve évidemment dans toutes les organisations internationales, je vous en passerai le détail, mais nous avons 2 ou 3 élections à la tête d'organisations internationales dans les prochaines semaines et les prochains mois, où va se jouer cette rivalité entre Chine et États-Unis avec nous. Tension entre le Nord et les pays émergents, qui existent toujours, avec d'un côté des pays qui sont vraiment émergents et qui deviennent des puissances, le Brésil, l'Inde, pour ne citer que ces deux-là, enfin la Chine n'est plus dans cette catégorie, et tension avec les pays pauvres qui, eux, estiment que le système est construit de telle sorte qu'ils n'ont pas accès au minimum nécessaire pour pouvoir se développer. Et puis tension entre les grands et les petits, avec toujours la tendance des grands à vouloir s'ériger en directoire et la volonté des petits de ne pas laisser faire. Alors dans toutes ces tensions, qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est le fait de savoir si nous avons un ordre international dans lequel domine l'idée d'un état de droit fondé sur des règles qui sont respectées et où les rapports de force se jouent sous la règle, dans le respect de la règle, ou bien si c'est un état dans lequel les rapports de force se jouent de la règle, c'est-à-dire que le plus fort estime que la règle est faite pour les autres et que lui n'a pas besoin de la suivre. Alors, je finirai sur la France dans tout cela. Qu'est-ce que la France dit avec ça? Au fond, comment est-ce qu'on redéfinit le projet humaniste et universaliste à l'heure de cette mondialisation-là, avec ses contradictions et ses périls? Première observation, la France n'est pas un pays de bisounours. La France ne rêve pas, enfin elle rêve, mais elle sait que c'est un rêve, d'un monde dans lequel on aurait mis les armes au rebut et dans lequel, grâce à une pulsion généreuse de désarmement unilatéral des plus raisonnables, les autres, portés par la valeur de l'exemple, feraient de même.
Nous croyons que Jules César avait raison quand il disait « Civis pacem para bellum ». Et nous estimons que l'affirmation d'un projet de paix passe par l'affirmation crédible d'une capacité de réaction quand les autres se comportent mal. En 1996, quand tous les efforts diplomatiques montraient qu'il était impossible de faire comprendre raison à Milosevic et ses émules, la France a été le pays qui a convaincu l'Europe qu'il fallait réagir vigoureusement et qu'il fallait réagir par les armes aux abus de certains. Ensuite, sachant cela, nous défendons l'idée d'une souveraineté européenne. C'est-à-dire que nous disons qu'il faut sortir d'un système dans lequel la sécurité de l'Europe dépend des États-Unis et dans lequel la capacité de l'Europe à maintenir son niveau de vie dépend d'usines situées partout ailleurs. Ce n'est pas une souveraineté protectionniste ou impériale, c'est une souveraineté visant à maîtriser notre destin. Et c'est le projet que porte, avec des expressions très différentes selon les présidents qui l'incarnent, depuis De Gaulle, c'est un projet que porte la France depuis des dizaines d'années et qui trouve une actualité particulière en ce moment. Et puis la France, qui ne veut pas sortir de l'histoire, qui ne veut pas laisser le monde se faire sans elle, estime que dans ce projet humaniste, il y a un certain nombre de points d'application sur lesquels nous devons travailler. Je vous en citerai uniquement comme cela 4. Le premier, c'est l'écologie. Nous sommes devant une impasse écologique actuellement. Et il faudrait beaucoup plus d'énergie que celle que nous montrons pour réduire le changement climatique et renverser la tendance à la disparition de la biodiversité. Mais que mettons-nous pour faire cela? D'un côté, vous avez la négligence et le déni, ce n'est pas notre attitude. De l'autre, vous avez une espèce de nouvelle religion écologique qui est en train de se mettre en place chez certaines personnes qui disent l'homme est tellement mauvais, tellement incapable, tellement prédateur qu'il faut lui imposer une norme écologique par laquelle la nature est plus forte et plus importante que l'homme. L'humanisme français consiste à dire non, c'est l'homme et sa conscience qui doivent lui permettre de franchir une étape de civilisation supplémentaire en mettant en place des normes de comportement qui font qu'il va être dans le respect de la nature. Deuxième exemple, l'idée de solidarité. Si nous estimons que l'universel existe et que tous les hommes se valent, nous devons considérer que la mondialisation de l'économie doit s'accompagner de la mondialisation de la solidarité. Et qu'à partir du moment où il y a unité de destin, il y a qu'y avoir des mécanismes correcteurs par lesquels ceux qui souffrent de vulnérabilité accrue par la mondialisation doivent se voir compensés pour pouvoir arriver à un niveau de développement suffisant. Troisième exemple, l'intelligence artificielle. Chacun sait qu'il y a en ce moment, mais depuis longtemps déjà, ça fait longtemps que les écrivains et les philosophes nous alertent sur la machine et la technologie plus forte que l'homme. Et là, nous y arrivons avec l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui disent « Bon, il faut laisser aller, de toute façon, le génie est sorti de la bouteille ». Il y a ceux qui disent « Il faut interdire ». Et il y a l'humanisme qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc, il faut rapidement introduire de la conscience dans le développement de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs l'objet des régulations européennes qui sont très en avance sur les régulations mondiales à cet égard. Et puis enfin, dans le domaine politique, nous estimons, Français, qu'il faut continuer à travailler à un ordre international civilisé parce que nous ne nous résignons pas à l'idée que les États souverains vivent dans une jungle et nous estimons que cette jungle doit être organisée et sous les autres. Voilà, alors ça vous donne un programme d'action à vous aussi, parce que comme vous avez été choisi pour être membre de l'Ordre des Palmes académiques,
Ça veut dire qu'on pense que vous êtes des gens qui croyaient à la science, qui croyaient à la connaissance, qui croyaient à l'éducation, qui croyaient à la transmission, qui croyaient en somme que nous ne sommes pas simplement des bêtes sauvages ou simplement des consommateurs, mais que nous sommes des êtres doués d'intelligence, de conscience et de volonté, par lesquels nous devons parvenir à organiser les choses de sorte que nous dépassions nos passions, nos pulsions et nos aveuglements pour être meilleurs. Et donc, tel est votre programme d'action, je vous en félicite, et ma foi, je vous souhaite un excellent congrès. Merci.